Donc nous allons passer au dossier numéro 3 de la conférence. Donc un homme de 53 ans vous consulte au SAU car depuis ce matin il a la jaunisse. Donc terme Madame Michu, donc en langage médical ça veut dire ictère. Vous apprenez que depuis 48 heures, donc on est dans l'aigu, il se plaint de douleurs très intenses de l'hypocondre droit. Attention, on est dans la région du foie, des voies biliaires, qui ont été accompagnées par la suite de frissons. Frissons, syndrome infectieux clinique. Il n'a jamais été opéré et a pour principaux antécédents une HTA non traitée, un tabagisme non sevré. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrêt du tabac. À l'examen clinique, vous retrouvez une tension à 14,8. Ça, c'est important. Ça veut dire que votre malade, il n'est pas dans le versant sepsis sévère, choc septique. Un pouls à 80, somme toute normale. Attention, une température à 39,5. Donc là, on est vraiment dans le syndrome infectieux clinique frisson, plus température élevée. Un ictère cutané, donc c'était votre jaunisse. Et des conjonctives. Un abdomen souple, donc il n'y a pas de défense, pas de choses comme ça. Bon, ça nous oriente pas mal vers le biliaire, tout ça. Des urines mousseuses et foncées et des selles décolorées. Attention, selles décolorées, urine foncée, syndrome de cholestase. C'est ça que vous devez écrire dans votre brouillon. Le reste de l'examen est sans anomalie. Quel diagnostic évoquez-vous? Justifié. Donc, il s'agit ici d'une angiocolite aiguë, lithiasique. Ça, c'est important de le préciser. Une angiocolite, elle peut être due à autre chose qu'un calcul. Là, vous avez quand même pas mal de signes en faveur de la lithiase. Donc, il faut le préciser. Et toujours quand vous parlez d'angiocolite, parce que ça, si vous voulez, ça change un peu la prise en charge, il faut le dire si elle est non compliquée ou pas. L'angiocolite, c'est une maladie grave, mais est-ce qu'il y a un sepsis sévère, enfin un choc septique ou pas? Là, non. Donc, il faut le préciser, non compliqué. La justification, déjà, on recherche les signes positifs. Nous avons la triade de Charcot, qui est typique. Donc c'est cette douleur biliaire aiguë qui, je vous le rappelle, se traduisait par une douleur très intense de l'hypocondre droit, avec l'apparition d'une fièvre élevée, 39,5, avec des frissons, le syndrome affectieux tout à l'heure, puis l'ictère, cutanéo-muqueux, qui se succèdent en moins de 48 heures. Donc tout ça, cette triade de Charcot, elle est vraiment en faveur d'une cause lithiasique. Deuxièmement, vous avez un syndrome de cholestase, que je vous disais tout à l'heure, donc l'ictère cutanéo-muqueux, les urines foncées et mousseuses et les selles décolorées. Et nous avons des signes négatifs, toujours dans une justification, signes positifs, signes négatifs, c'est-à-dire des signes qui éliminent les autres diagnostics différentiels. Donc pas de défense, ce qui élimine une cholécystite aiguë associée, pas de signe de choc, donc là on n'est pas dans l'angiocolite aiguë compliquée. Le patient vous demande de lui expliquer l'origine de cette jaunisse, donc l'étiologie, et de l'aspect de ses urines et de ses selles. Que lui répondez-vous? Quelle est la physiopathologie de l'angiocolite? Ce sont des questions qui sont actuellement à la mode à l'internat. Donc là, en gros, on vous demande d'expliquer l'ictère, la physiopathologie de l'ictère et du syndrome de cholestase, finalement. Et d'expliquer la physiopathologie de l'angiocolite. Alors, la bilirubine, qu'est-ce que c'est? C'est le produit de dégradation de l'hème des hématies. Donc dans votre sang, vos hématies, eh bien, en se détruisant, libèrent de la bilirubine. Cette molécule, elle est hydrophobe. Elle n'aime pas l'eau. Elle n'aime pas le sang. Donc elle circule avec un copain qui s'appelle l'albumine. Avec son copain l'albumine, elle est captée par les hépatocytes, donc les cellules du foie, et est conjuguée par le biais d'une enzyme, c'est la glucuroconjugaison, et elle devient ainsi hydrophile. Donc là, tout d'un coup, elle aime tout ce qui est eau, qui est sang, qui est bile, et voilà. Elle est ensuite excrétée dans la bile, dans les voies biliaires, donc elle passe donc du foie à la voie biliaire intrahépatique, puis à la voie biliaire principale, puis passe dans le duodénum. Je vous rappelle que la voie biliaire
principal va venir se jeter dans le duodénum au niveau de la papille, qui est au niveau du deuxième duodénum d'ailleurs, puis dans le reste du tube digestif. Donc la bilirubine conjuguée, une fois qu'elle est passée dans les hépatocytes, est un pigment qui va donner aux selles leur coloration marron. En cas de cholestase, qu'est-ce que c'est que la cholestase? C'est une diminution du débit de la bile dans le duodénum par un obstacle sur les voies biliaires. Donc ça veut dire si vous avez un calcul ou n'importe quoi qui comprime votre voie biliaire, eh bien forcément vous avez une accumulation en amont des composants de la bile. Et en amont, c'est-à-dire dans la voie biliaire en amont, mais dans le foie, puis en amont, qu'est-ce qu'il y a? La circulation systémique. La circulation systémique, le sang si vous voulez, toute la circulation du corps. Et quels sont ces composants de la bile? Eh bien vous avez notre copain, la bilirubine conjuguée, qui est hydrophile, je vous le rappelle, et qui est un pigment. Donc, qui va venir se mêler, si vous voulez, au sang, et va venir pigmenter la peau et donner, si vous voulez, cette ictère, donc cette jaunisse. Je vous rappelle que le sang est filtré par le rein pour faire le pipi, et du coup, votre pipi, il devient foncé. D'accord? Puisque les selles sont foncées à cause de la bilirubine conjuguée, donc quand elles se retrouvent dans le sang, c'est les urines qui sont foncées. Et en l'absence de quantité suffisante de bilirubine conjuguée, donc quand vous avez cet obstacle sur les voies biliaires, vous avez l'accumulation en amont, mais en aval, vous n'avez plus de bilirubine conjuguée qui passe dans la bile, donc ce qui explique très logiquement la décoloration des selles blanches, urine foncée, selles blanches, cholestase, ça veut dire obstacle sur la voie biliaire principale. Qu'est-ce que vous avez d'autre dans la bile? Vous avez les acides biliaires. Alors les acides biliaires, ils sont responsables du prurite, donc du grattage, et de l'aspect mousseux des urines. Leur absence dans le tube digestif peut entraîner aussi une malabsorption des graisses et des vitamines liposolubles qui sont les vitamines A, D, E, K. Dans la bile, vous avez aussi du cholestérol, donc il peut y avoir des dépôts de cholestérol dans les tissus cutanés et sous-cutanés. Qu'est-ce que l'angiocolite? Alors là, il y a une définition qui est très claire et les PUPH, ils adorent la demander. L'angiocolite, c'est un sepsis, donc une infection du sang, à point de départ biliaire. Ça, c'est les mots-clés. Donc, en fait, vous avez un calcul qui vient se bloquer dans la voie biliaire principale. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait une rétention biliaire en amont. Puis, la voie biliaire principale, elle se dilate parce qu'il y a un obstacle. Donc cette dilatation, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne votre douleur. Puis la bile qui stagne en amont, elle s'infecte. Donc vous avez votre sepsis, votre fièvre, vos frissons, etc. Et cette bile, elle passe dans le sang. Donc elle entraîne une infection du sang, le sepsis. Et puis elle entraîne, par l'accumulation des produits que vous avez dans la bile, votre ictère à bilirubine conjuguée. Quelle cause d'ictère cholestatique, ou à bilirubine conjuguée, c'est la même chose, connaissez-vous et comment faites-vous pour les différencier? Alors déjà, il y a deux types d'ictères cholestatiques. Il y a les ictères cholestatiques extra-hépatiques et intra-hépatiques. C'est-à-dire, je vous rappelle que les voies biliaires, elles partent du foie pour aller jusqu'au duodénum. Donc, est-ce que votre obstacle, il est extra-hépatique au niveau de la voie biliaire principale, par exemple, ou est-ce qu'il est intra-hépatique au niveau des voies biliaires, donc dans le foie, du foie, pardon. Donc, comment vous faites la différence? Avec un examen très simple, l'échographie abdominale. L'échographie abdominale, et plus précisément l'échographie biliaire, si vous avez une dilatation des voies biliaires intra- et ou extra-hépatique, ça veut dire qu'il s'agit d'une cause extra-hépatique. Donc si vous voyez une dilatation très clairement, ça veut dire que votre obstacle, il est sur la voie biliaire principale ou sur les voies biliaires qui ne sont pas dans le foie. Et en l'absence de dilatation, ça veut dire que c'est une cause intra-hépatique. Donc, quelles sont maintenant les causes extra-hépatiques? Donc, qu'est-ce qui vient obstruer vos voies biliaires? Alors, ça, je voudrais que vous le reteniez pour être fiable et reproductible. Quand vous avez un obstacle sur un tube, on va être logique, que ce soit finalement, et ça marche pour tout, que ce soit la voie biliaire principale, que ce soit l'urtère, que ce soit un vaisseau, les causes d'obstruction, c'est d'abord des causes intraluminales
pariétal et enfin extra-pariétal. Vous avez votre tube, donc qu'est-ce qui peut faire un obstacle? Quelque chose à l'intérieur ou quelque chose au niveau de votre paroi qui vient obstruer ce canal ou quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vient comprimer ce canal. Donc ici, en intraluminal, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez la lithiase. On ne dit pas la lithiase, on dit la maladie lithiasique et on dit le calcul. Donc la maladie lithiasique ou le calcul. Vous pouvez avoir un parasite qui vient obstruer la voie biliaire principale. Le plus fréquent, c'est l'ascaris, il y a aussi les douves. En cause pariétale, vous avez, c'est très rare, le cholangiocarcinome, donc le cancer de la voie biliaire. Vous avez la cholangite sclérosante, très rare. Et vous avez des sténoses cicatricielles post-opératoires qui peuvent entraîner, si vous voulez, des cicatrices un peu fibreuses de la paroi de votre voie biliaire. Et les causes extrapariétales, eh bien vous avez, et ça c'est fréquent, le cancer de la tête du pancréas. Donc le pancréas qui est dans la région avec son gros cancer, eh bien, il va venir comprimer la voie biliaire principale. Vous avez aussi l'ampulome vatérien. Je vous rappelle que l'ampulome vatérien, c'est une tumeur. Elle peut être bénigne ou elle peut être maligne de la papille. Et je vous rappelle que la papille, c'est là où va se déverser la voie biliaire principale dans le tube digestif. Vous pouvez avoir aussi des adénopathies hilaires d'origine tuberculeuse, lymphomateuse ou métastatique. Et enfin, la pancréatite chronique, surtout ces faux kystes qui viennent comprimer aussi votre voie biliaire principale. Les causes maintenant intrahépatiques. Donc vous avez des voies biliaires à l'échographie qui sont non dilatées. Et donc ça veut dire que vous avez quelque chose au niveau de votre foie qui fait blocage. Vous avez un bloc sur votre foie. Mais comment on peut un petit peu s'orienter? Eh bien, à l'échographie, il peut y avoir des anomalies ou pas d'anomalies. Alors, si vous avez des anomalies à l'échographie, vous êtes plutôt, du coup, eh bien, dans l'abcès. L'abcès du foie peut entraîner ce type de cholestase. Le kyste hydatique aussi. Les tumeurs, comme les CHC et les métastases. La cirrhose et l'astéatose hépatique. Quand l'échographie hépatique est normale, donc vous avez votre trictère ou à bilirubine conjugué avec une échographie strictement normale, ça veut dire qu'on est plutôt dans l'hépatite, qu'elle soit médicamenteuse, alcoolique, virale, auto-immune, devant la cirrhose biliaire primitive, le foie cardiaque, le syndrome de Budd-Chiari, et alors là c'est plutôt médecine interne, hein, les granulomateuses hépatiques. Mais là on est vraiment dans des causes assez rares. Quel bilan paraclinique de première intention réalisez-vous? Donc on attend de vous des examens simples. Qu'en attendez-vous? Donc moi je hiérarchise toujours comme ça quand je réponds à ce type de questions. Je fais bilan biologique, bilan morphologique, voilà. Et à l'intérieur je dis pour le diagnostic positif, pour le diagnostic des complications, pour éliminer un diagnostic différentiel, pour rechercher les complications, ce genre de choses. Donc vous hiérarchisez. Alors, au niveau biologique, en faveur du diagnostic positif, donc en faveur de votre angiocolite, vous faites une NFS, c'est un examen simple, qui va vous montrer quoi? Une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile. La CRP, qui va être élevée, car dans le syndrome inflammatoire, la CRP est élevée. Vous allez faire des hémocultures. Je vous rappelle, quand on a plus de 38,5, on fait des hémocs, ou moins de 36 et quelques. Les hémocultures en milieu aérobie et anaérobie, au moment des pics fébriles ou des frissons avec un antibiogramme, et elle va être positive dans 70% des cas. Je vous rappelle que l'angiocolite est un sepsis à point de départ biliaire, donc il y a une infection du sang. Donc si vous faites des hémocs, elles seront souvent positives, donc ça vaut le coup de les faire. Et le germe, c'est l'Escherichia coli. Quel autre examen vous faites? Eh bien, un bilan hépatique complet avec la cholestase qui se traduit, et ça c'est important, la cholestase qui se traduit devant l'élévation des phosphatases alcalines, des gamma-GT et de la bilirubine conjuguée, et les transaminases qui peuvent être plus ou moins élevées. Donc vous pouvez avoir une cytolyse, et ça c'est fréquent dans l'angiocolite. Même toutes les maladies biliaires, vous pouvez avoir une petite cytolyse. Si vous voulez, c'est le stigmate d'une petite souffrance hépatique.
Pour le diagnostic des complications, vous allez demander un iono sanguin, une urée, une créate pour rechercher des troubles hydroélectrolytiques, une insuffisance rénale aiguë. Vous pouvez demander le TP parce que je vous rappelle qu'il est diminué en cas d'hypovitaminose K, donc, mais plutôt dans les cholestases chroniques. Donc dans une angiocolite comme ça m'étonnerait que le TP soit abaissé, mais vous pouvez le demander. Vous demandez votre bilan préopératoire, et oui, c'est un malade qu'on peut opérer, et que de toute façon, à terme, qu'on va opérer, je vous le rappelle, donc NFS, plaquettes, TP, TCA, groupe, Rhésus, RAI, ECG, parce que c'est un homme vieux, qu'il est peut-être vasculaire, et la radiographie de thorax de face. Et vous terminez par un bilan morphologique, très important, l'échographie abdominale. Qu'est-ce qu'elle va vous montrer, cette échographie abdominale? La dilatation des voies biliaires intra-hépatiques, extra-hépatiques. Comme on a dit précédemment, il y a un obstacle, donc en amont, ça se dilate. Et ça, vous le voyez. Vous pouvez voir, en plus de cette dilatation, le calcul. Parfois, on le voit. Le calcul, donc, maladie lithiasique. Attention, vous donnez les signes négatifs à l'échographie, c'est très important. La paroi vésiculaire est fine, parce qu'il n'y a pas de cholésystique. Le volume de la vésicule est normal et il peut y avoir des calculs vésiculaires présents. Et puis on recherche aussi une complication. Et la complication, si vous voulez, loco-régionale de l'angiocolite, c'est l'abcès du foie. Donc vous le recherchez. Si aucune cause n'est retrouvée lors de votre bilan de première intention, c'est-à-dire on ne voit pas de calcul, quels examens peuvent être réalisés pour explorer les voies biliaires, préciser les avantages et inconvénients de chaque technique, quel traitement envisagez-vous? Je pense que ça c'est une question importante parce que ça pourrait tomber un jour à l'internat. Donc, on fait d'abord un scanner abdominal, sans et avec injection. Donc là, si vous voulez, vous pour hiérarchiser, vous parlez de chaque examen et vous dites les avantages et les inconvénients. Donc quels sont les avantages? Les avantages, c'est d'abord la sensibilité, qui est quand même plus élevée que l'échographie, bien que quand même les voies biliaires, ça se voit vraiment bien à l'échographie, mais si vous avez un patient qui n'est pas échogène, obèse, etc., le scan, c'est vraiment bien. Donc déjà, le calcul, il faut dire qu'il est bien vu sur les clichés sans injection. Et par contre, la dilatation des voies biliaires, elle se voit bien sur les clichés injectés. Il permet de bien visualiser les abcès hépatiques, diagnostic de complications. Il permet de chercher une autre étiologie. Il est accessible dans tous les hôpitaux, vous avez un scanner. Il n'est pas cher, il n'est pas invasif, il fait pas mal. Et puis il n'y a pas besoin d'anesthésie générale pour faire un scanner. Donc c'est quand même un examen sympa, accessible, pas cher, qui nous donne pas mal de renseignements. Par contre, les inconvénients, c'est qu'il est radiant, où il y a des rayons. Et puis il y a l'injection de produits contraste, donc si le patient est allergique, ça peut se terminer en choc anaphylactique. Et il n'est pas thérapeutique. Maintenant, la Bili-IRM ou cholangio-IRM, c'est le deuxième examen. Donc, ses avantages, c'est d'abord qu'il est extrêmement sensible, plus que le scanner, et qu'il est très spécifique. C'est vraiment les deux mots-clés, ambiance, santé publique et compagnie, sensible, spécifique. Il n'est pas invasif, il ne fait pas mal, donc ça c'est important, et il n'y a pas besoin d'anesthésie générale. Par contre, il est peu accessible, tous les hôpitaux n'ont pas d'IRM, le coût est très élevé, et il n'est pas thérapeutique. Après, vous avez l'écho-endoscopie. Alors, je vous rappelle ce que c'est que l'écho-endoscopie. L'endoscopie, c'est la fibroscopie, si vous voulez. Mais au bout de ça, vous avez comme une sonde d'échographie. Donc, vous venez l'introduire par la bouche. Hop, on arrive à l'œsophage, l'estomac, duodénum. Et au bout, votre échographie, elle fait une échographie, si vous voulez, à l'intérieur du corps. Et ça, c'est pas mal. Les avantages et les inconvénients. Donc, les avantages de l'écho-endoscopie, c'est d'abord une très bonne sensibilité, une très bonne spécificité, presque 100%, donc c'est un très bon examen. Mais l'inconvénient, c'est que ça se fait sous anesthésie générale.
que c'est opérateur dépendant. Donc malheureusement, c'est pas quelque chose de très objectif, qu'il n'est pas accessible et puis c'est pas thérapeutique. Et en dernier, vous avez la CPRE ou cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique. Alors, les avantages et les inconvénients. Donc, les avantages, ça a une très bonne sensibilité et spécificité, presque 100%. C'est le seul examen thérapeutique, donc c'est pour ça qu'il faut le retenir. Vous allez pouvoir faire au cours de cet examen, si vous voyez que y a toujours une maladie dithyasique, vous allez pouvoir faire une sphinctérotomie endoscopique. Donc, vous enlevez le sphincter d'Oddi qui se trouve au niveau de la papille et vous pouvez extraire les calculs de la voie biliaire. Les inconvénients, c'est que c'est sous-âgé, donc il peut y avoir des complications. C'est invasif, ça fait mal. C'est irradiant, puisque vous envoyez du produit de contraste dans la voie biliaire, et donc en même temps vous faites des clichés pour voir un petit peu, pour voir l'arborescence des voies biliaires. Donc c'est irradiant. Et il peut y avoir des complications. Alors, quelles sont les complications de la CPRE ? En 1, l'hémorragie de la papille. En 2, la perforation duodénale. En 3, l'infection biliaire. Vous pouvez faire une angiocolite secondaire. Vous pouvez faire une pancréatite. C'est une pancréatite iatrogène. Et d'ailleurs, ce n'est plus utilisé comme examen diagnostique. Question 6. Quel traitement envisagez-vous pour les 24 premières heures? Donc vous étendez pas trop, ne racontez pas trop votre vie, ça serait une perte de temps, sachant que la cause retenue est lithiasique. Donc le premier temps du traitement de l'angiocolite, c'est d'abord de contrôler le sepsis par un traitement médical. Donc si on était dans un cas de patient en état de choc, eh bien là, il faudrait d'emblée proposer un drainage biliaire en urgence. Là, on n'est pas dans l'état de choc, on est dans l'angiocolite pour l'instant qui se passe bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On l'hospitalise, ça c'est une obligation. En urgence, c'est tout de même une urgence. En chirurgie digestive ou en hépatogastroentérologie, on lui met une voie veineuse, on le met à jeun, ça c'est important. On le rééquilibre hydroélectrolytiquement, donc c'est-à-dire qu'on l'hydrate. On lui donne des antalgiques parce qu'on vous avait dit qu'il avait mal. Des antispasmodiques. Vous pouvez faire une injection de vitamine K si le TP est bas, mais là, franchement, on n'y croit pas trop. Le traitement étiologique de l'angiocolite, eh ben, c'est l'antibiothérapie. Cette antibiothérapie, elle doit être double, elle doit être synergique, elle est probabiliste contre les germes digestifs. Je vous rappelle, les Escherichia coli, elle est bactéricide, elle est IV. On donne une antibiothérapie IV devant un sepsis, ça c'est obligatoire. Après, bien sûr, les prélèvements bactériologiques. En général, on donne de l'augmentin. Pourquoi l'augmentin? Parce qu'il y a de l'amoxine et de l'acide clavulanique et donc ça marche à la fois sur les BGN et ça marche sur les anaérobies. Si vous ne donnez pas d'augmentin, vous devez donner une C3G plus du flagyl, c'est-à-dire du métronidazole. Et moi, je rajoute là, je vous le dis, des aminosides. Pourquoi des aminosides? Parce que l'angiocolite, eh ben, c'est une maladie infectieuse grave qui nécessite la mise en place dans les 48 premières heures d'aminosides. Ces aminosides qui peuvent entraîner une toxicité rénale doivent être arrêtés au bout de 48 heures. Et on fait un relais péros dès que le patient est amélioré sur le plan infectieux. La durée totale du traitement par antibiotique est de 10 à 15 jours. Vous prévenez les complications de décubitus, bas de contention, HBPM, et vous surveillez le malade. Ça, c'est très important dans l'angiocolite de le surveiller, mais comme du lait sur le feu. Hein, donc, l'efficacité et la tolérance du traitement. Donc, cliniquement, eh ben, est-ce qu'il ne fait pas un choc? Donc, bien sûr, toutes les constantes, la fièvre, l'ictère, enfin, tous les signes fonctionnels qu'il a initialement, s'il ne fait pas d'allergie aux antibiotiques que vous lui donnez. Et cliniquement, très important, la NFS, la CRP pour voir si le syndrome infectieux diminue. Les résultats bactériologiques, l'antibiogramme, est-ce que votre antibiotique il marche bien sur votre germe? Le bilan hépatique, est-ce que la cholestase diminue? Est-ce que la cytolyse diminue? C'est important. 2 jours plus tard, donc là on est à 48 heures après ce diagnostic d'angiocolite. Donc il faut
dire qu'on est à proximité de l'épisode. Vous êtes toujours de garde au SAU et l'infirmière de nuit des patro-gastro-entérologie vous appelle au sujet de ce patient. Il est toujours fébrile. Ah, il s'améliore pas. Et il frissonne. Donc toujours gros syndrome infectieux. Elle le trouve ralenti, syndrome confusionnel, en gros, signe neurologique. Et il n'a pas uriné depuis ce matin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pas uriner? Oligo-urie, anurie. Attention, vous montez l'examiner. Le patient présente une tension à 90-40, donc une hypotension. Surtout qu'on avait dit quoi du malade? Qu'il avait une hypertension artérielle. Donc là, c'est une vraie hypotension. Un pouls à 120, donc ça veut dire quoi? Tachycardie. Une fréquence respi à 17, ça c'est normal. Des extrémités chaudes, normal. Des marbrures, des membres inférieurs. Et l'ictère cutanéo-muqueux. Donc l'ictère et la fièvre, tout ça, on est toujours dans l'angiocolite. Mais là, vous avez des signes très clairs d'état de choc. L'examen neurologique est normal en dehors d'une confusion. Le syndrome confusionnel, c'est un signe d'insuffisance circulatoire aiguë et donc d'état de choc. L'auscultation cardiopulmonaire est normale en dehors de la tachycardie. Quel diagnostic faites-vous? Donc là, il faut être très pragmatique et bien réunir toutes les informations de l'énoncé pour faire un bon diagnostic. Donc il s'agit d'un sepsis sévère, compliquant une angiocolite aiguë lithiasique. Alors, je reviens sur le terme de sepsis sévère. Vous allez me dire, pourquoi pas choc septique? Je vous rappelle qu'il y a une conférence de consensus sur le sepsis sévère et le choc septique, et qu'on dit que un sepsis sévère, c'est un syndrome infectieux avec des signes de choc, comme l'hypotension, la tachycardie, la confusion, l'anurie, etc., les marbrures. Mais pour dire que c'est un état de choc, ça veut dire que le patient est réfractaire au remplissage. Là, on est encore tôt, on l'a pas encore pris en charge ce malade. Donc là, le malade, il est en sepsis sévère. Mais je vous l'accorde, en pratique, ça change rien. Mais quand même, il y a une conférence de consensus là-dessus. Donc, essayez de respecter les termes. Quelle est votre prise en charge thérapeutique en urgence ? Donc c'est une urgence absolue car là le pronostic vital est engagé. Là le malade, si vous faites rien, il va mourir dans la nuit. Donc vous appelez en 1 le réanimateur de garde. Il faut essayer de, quand vous répondez à ce type de questions, de vous mettre dans la situation. Voilà, je suis interne des urgences, l'infirmière m'appelle, je monte, là qu'est-ce que je fais ? Vous avez vu, vous avez examiné, vous avez fait votre diagnostic. Il faut bien dire dans l'ordre pour montrer à votre correcteur que vous avez compris. Bien là, oui, vous allez appeler le réanimateur de garde, c'est une urgence réanimatoire. Et il faut transférer le patient en réanimation. Mais attention, on ne le transfère pas n'importe comment, on essaie de le transférer à un minimum stabilisé. Vous le mettez en condition, donc là ça veut dire 2 voies veineuses périphériques de bon calibre pour le réhydrater, pour le remplir. Il doit rester à jeun, vous devez lui le scoper, vérifier son pouls, lui mettre une sonde urinaire, les cathés, etc. En gros le techniquer, ça peut se faire en réa. L'oxygénothérapie est systématique, il pourra avoir une saturation supérieure ou égale à 95%. Mot-clé, l'expansion vasculaire ou remplissage vasculaire, par d'abord un sérum salé isotonique, 20 ml par kilo, ou par des macromolécules, comme vous voulez, mais le mot-clé, c'est l'expansion vasculaire, peu importe avec quoi vous le remplissez. L'objectif, ça c'est dans la conférence de consensus de réanimation, c'est une PAM, donc pression artérielle moyenne, supérieure ou égale à 65 mm de mercure. Là, je vous redonne la définition de la PAM, peut-être que vous ne l'avez pas. La PAM, vous pouvez la calculer, et à l'internat, si vous tombez là-dessus, vous devez la calculer. C'est 1/3 de la pression artérielle systolique plus 2/3 de la pression artérielle diastolique. Si vous avez un échec du remplissage, eh bien là, on est, si vous voulez, dans le choc septique, et donc vous proposez des amines vasopressives. Vous devez poursuivre l'antibiothérapie parce qu'on est dans l'infection à large spectre, double, etc. Là, on ne vous demande pas de trancher, là, ça devient un petit peu pointu, mais il faut dire les antibiotiques. Et là, eh ben, l'étiologie, c'est l'un des antibiotiques, mais c'est aussi le drainage biliaire en urgence. C'est ça le mot-clé. C'est pas la peine de connaître les trucs super pointus, techniques du drainage biliaire, mais c'est ça, c'est le mot-clé, c'est drainage biliaire. C'est-à-dire qu'il faut absolument évacuer cette bile infectée.
Donc là, vous avez deux techniques, si vous voulez qu'on rentre un peu dans les détails. C'est soit la sphinctérotomie endoscopique. Donc ça, c'est si vous avez la possibilité, si dans votre hôpital, il y a un endoscopiste de garde ou autre. Mais si vous n'avez pas la possibilité et que le malade est trop instable, c'est au bloc, parce que là, au moins, un viscéral, il y en a toujours et dans tous les hôpitaux, et vous faites un drainage biliaire chirurgical. Vous prévenez les complications des cubitus et vous proposez une surveillance réanimatoire clinique et paraclinique. Quelle est votre prise en charge thérapeutique, cette fois à long terme? Donc là, je vous rappelle, on était dans l'angiocolite qui s'est aggravé, qui est devenu un sepsis sévère. Donc là, vous l'avez traité au niveau aigu, vous avez drainé la voie biliaire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, c'est la cholécystectomie. Le traitement de fond, c'est traiter la maladie lithiasique. Et la maladie lithiasique, elle vient d'où? De la vésicule biliaire. Donc il faut lui faire une cholécystectomie par voie célioscopique ou par laparoscopie ou par laporotomie, pardon. C'est pas trop votre problème. Sachez juste qu'on la fait souvent par célioscopie, mais ça dépend du terrain. Si vous avez un patient assez obèse, on fera plutôt une laparotomie. Donc ça se fait après une consultation d'anesthésie. Mot-clé, information sur le risque de laparoconversion. Donc si vous êtes en célioscopie, il faut toujours prévenir le patient que si ça va mal, vous allez convertir et vous allez le fendre. Vous allez faire une laparotomie, donc ça s'appelle la laparoconversion. Vous faites aussi une cholangiographie péropératoire. Qu'est-ce que c'est que la cholangiographie péropératoire? C'est au cours de votre chirurgie, vous allez cathétériser le canal cystique et la voie biliaire principale, envoyer du produit de contraste, en même temps au-dessus il y a la radioscopie, hop, vous faites des clichés. Ça vous permet deux choses. D'une part, d'éliminer un calcul résiduel dans la voie biliaire principale, et deuxièmement, de vérifier qu'au cours de votre chirurgie, vous n'avez pas fait une plaie de la voie biliaire principale, parce que je vous rappelle que vous disséquez le canal cystique et l'artère cystique, et c'est très près du cholédoque, et donc vous risquez de faire des plaies. Donc c'est pas mal de le faire après votre dissection. Et mot-clé, l'envoi de la pièce en anatomopathologie. Toute chirurgie où on enlève un organe, on l'envoie en analyse. Arrêt du tabac, qu'est-ce qu'on avait dit dans l'énoncé au départ? Qu'il fumait, donc il fallait arrêter le tabac. Ce sont des points facilement gagnés. Prise en charge de la tension artérielle, on avait dit qu'il était hypertendu. Et vous le surveillez. En conclusion, je vais vous rappeler d'abord quelques petites choses sur la CPRE ou cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique. Donc ça se fait sous anesthésie générale. On envoie un duodénoscope, donc c'est-à-dire une fibroscopie avec un peu l'échographie si vous voulez. Hop, jusque dans le duodénum, on repère la papille. On effectue ensuite une cathétérisation des voies biliaires principales. Donc, on injecte du produit de contraste dans cette voie biliaire et on va faire de la radioscopie, de la scopie, pour voir un petit peu où on en est. Puis, dans un deuxième temps, on fera la thérapeutique, donc la sphinctérotomie avec l'extraction des calculs par la sonde. Le traitement de l'angiocolite, c'est pas compliqué, il faut juste avoir les idées claires. Dans un premier temps, on fait un traitement médical, c'est-à-dire une antibiothérapie, et puis vous le surveillez, votre malade. Sauf si le patient a une angiocolite compliquée, c'est-à-dire qu'il a un sepsis sévère ou un choc septique, peu importe. Là, il faudra faire le drainage biliaire en urgence. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est le traitement de l'angiocolite. Si vous faites un drainage biliaire chirurgical, attention, la cholécystectomie, vous pouvez le faire dans le même temps. Pas la peine de le proposer, faisons qu'une anesthésie générale, ça suffit. Et ce que je voulais vous dire, c'est que quand votre angiocolite, elle n'est pas compliquée, que vous la mettez dans un lit, que vous lui mettez des antibiotiques et que vous la surveillez, si au bout de 24-48 heures, votre sepsis, il n'est pas contrôlé, c'est-à-dire que le patient il a toujours mal, qu'il est toujours jaune, qu'il a toujours de la fièvre, il frissonne, que biologiquement il a toujours la cytolyse, la cholestase, que ça ne s'améliore pas, qu'il a toujours les blancs et la CRP au plafond, eh bien là, ça veut dire que ce n'est pas contrôlé par des antibiotiques seuls et donc il va falloir faire un drainage biliaire en urgence. Alors, en fonction des équipes, vous allez me dire, mais est-ce qu'on fait toujours un drainage biliaire? Ça dépend un petit peu des équipes. Si
votre angiocolite, elle est contrôlée par les antibiotiques et qui s'améliore tout seul, on pourrait dire, tiens, c'est le calcul en fait qui passe tout seul. Mais la plupart des équipes vont faire un drainage biliaire ou faire un examen biliaire, plutôt par exemple d'une biliaire-RM pour vérifier s'il y a toujours un calcul dans la voie biliaire principale. Et si oui, ils traiteront ce calcul biliaire de la voie principale. D'accord ? Souvent dans l'angiocolite, quand même, il reste le calcul au bout de 24-48 heures. Mais si vous voulez, si c'est contrôlé cliniquement et biologiquement, on peut se dire qu'on a le temps. C'est pas un drainage biliaire en urgence. Et je vous rappelle, pour terminer, la définition précise du choc septique. Le choc septique, c'est un sepsis sévère avec un échec du remplissage, c'est-à-dire au moins 20 ml/kg de sérum physiologique, et ou l'utilisation d'amines vasopressives. Donc, en l'absence de tentative de remplissage vasculaire, on peut uniquement parler de sepsis sévère.